30 previews en 30 jours. Yes sir. The Grizzlies. It's one for the money, one for the view. Vous connaissez, ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre série préférée. Comment ça va, Alex? Bah ça va bien, ça va bien. Ça fait plaisir. Ouais, carrément. On est dans des équipes qui ont peut-être fait les playoffs. Là, petit à petit, hein, j'allais dire l'oiseau fait son nid, mais là c'est plutôt l'ours fait son nid. L'ours lèche les et babines. surtout, petit à petit, oui. Bah oui, on rentre dans les équipes où déjà les fans de chaque équipe sont là genre quoi? Déjà? Trop tôt. Mais comment ça? Trop tôt. Mais c'est drôle. Trop tôt. En même temps, je comprends. Et en même temps, il y en a une par jour. Donc, il y a un moment donné où il faut qu'il y ait une preview qui sorte. Donc, ouais, plus on va même. aller plus on va avancer dans ce mois d'octobre, bah, plus ça va être ou trop tôt ou tard ou quoi. Mais il n'y a pas le choix. À un moment donné, il faut que ça tombe. Donc là, on a fait une petite série à l'Est. Ouais, à l'Est, là, avec du Pacers, du Bulls, du Knicks, du Hawks. Tout à fait. Voilà, et là, on revient faire un petit tour à l'Ouest. Tout à fait, on va dans le countryside, et donc aujourd'hui, on va s'occuper des Memphis Grizzlies. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas remarqué, pour ponctuer le propos d'Alex, vous pouvez revoir le premier épisode où nous avons annoncé, en effet, que l'ordre des previews n'était pas forcément l'ordre de la saison à venir. Exact. Après, il y a une tendance qu'on respecte, c'est-à-dire qu'on monte petit à petit. C'est ça, c'est ce qui fait que demain, tu vois, ce seront les Nets. Voilà. Et donc, sur ce magnifique troll, vous connaissez les sections, elles ne bougent pas, et vous pouvez déjà aller jusqu'à la fin de la vidéo pour jouer au jeu de l'indice d'Alex. Sinon, faites comme tous les grands PGM et PGMeuses de la commu Trash Talk, vous faites toute la vidéo avec évidemment les Gérard d'or, les sections d'or, etc. Vous pouvez aller sur le site de Trash Talk pour lire plein d'articles sur cette magnifique franchise du Tennessee. Oh, et on aura aussi l'occasion de jouer sur les réseaux sociaux. Bref, c'est les classiques, les 30 previews. Moi, ça me fait bien plaisir parce que même si c'est un gros marathon, putain, on est ensemble tous les jours. C'est cool, on peut discuter de chacune des franchises. C'est des choses qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de faire quand on est dans le flow de la saison, parce que bah, après il y a l'actu, les perfs, les choses comme ça qui dictent un peu certains sujets, voilà. Oui. Là au moins on peut prendre le temps, chaque franchise, on décortique un peu le truc. Exactement. Voilà, donc ça j'aime bien moi. Perso. Pareil, et donc on va pouvoir se pencher sur la bande à Ja Morant. Installez-vous tranquillou. Alex, je peux me permettre de commencer? Je t'en prie, vas-y. Eh bien écoute, sors le tracteur. Pas celui dans l'Indiana, il y en a aussi dans le Tennessee, parce qu'on va regarder tout de suite le coup d'œil dans le rétroviseur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une saison où Alex, carnet. avant même de rentrer dans les détails, j'ai envie de dire bravo aux fans de Memphis. Vous avez réussi à passer le Play-in Tournament. Et moi, là, j'applaudis parce que c'est l'impression. Ça fait plaisir parce que on se rappelle que dans la bulle, il s'était fait fumer au play-in. C'était les entre guillemets grands perdants du play-in, hein, avec la défaite face aux Blazers, la petite fin de régulière un peu complicado où ils s'étaient fait rattraper et tout. Même les Suns s'étaient passés à ça, de venir foutre leur merde dans ce play-in et tout. Bon, voilà. Là, cette année, la saison dernière, ils ont fini 9e. Tout à fait. Donc qualifiés dans le play-in tournament. Ils se sont débarrassés tranquillou bilou des Spurs. Tout à fait, vous pouvez d'ailleurs revoir la preview des Spurs, le mood n'est pas du tout le même. Voilà. Et ensuite, ils sont allés défier les Warriors et ils ont passé Steph, sa bande, Draymond et tout. C'est ça. Ils ont fait un grand match. Très très grand match. Un grand match, tout à fait. Faut le dire. Bien sûr. Et ils ont gagné le droit d'aller jouer le Jazz au premier tour de playoff. Jazz qui avait fini premier de la régulière à l'année dernière. Et on aura l'occasion de revenir sur ce tour de playoff. Le coup d'œil dans le rétro, c'est évidemment un moment dans lequel on doit parler de toute la saison des Grizzlies. Avant évidemment le play-in, on était obligé de les applaudir d'entrée parce que c'était important. Ça mérite. Ah non, mais c'est sûr et certain, quand on voit le stress qu'il y avait chez les fans de Memphis, on va pas encore se faire taper par Adam Silver, merde. Non, là cette fois, tu as en effet une grande saison encore de Ja Morant, tu as encore quelques flashs évidemment de Monsieur Jaren Jackson Jr., tu as le vrai step-up de Dillon Brooks, il a parfois rendu fou justement dans la bulle d'Orlando et parfois fait kiffer. Là, la saison qu'il nous fait à Memphis, elle est quand même très solide. Dillon Brooks ? Oui, parce que Jaren Jackson, honnêtement, c'est un peu la déception. Après, c'est pas de sa faute, il était blessé et puis il est revenu en toute fin de saison. Il a joué quoi? Il a joué 10 matchs, hein, franchement. Comme ça. Oui, Monsieur Jaren Jackson Jr., il a joué 11 matchs. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. Non, ce que j'ai beaucoup aimé, évidemment, Dillon Brooks, super et tout. Le step-up est magnifique. Le côté, la mentalité de cette équipe faite majoritairement de vraiment pas mal de jeunes, qui a extrêmement bien défendu tout au long de la saison. Bien sûr. 5e meilleure défense de la NBA. Un truc comme ça. Une attaque average, mais une très très bonne défense. Une attaque average dans le sens où il y a des soirs où ça rentre pas, il y a des soirs où
trop de choses reposent sur le jeune Ja Morant. Valanciunas a fait aussi de très 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 belles perfs et a beaucoup apporté offensivement. On peut aussi parler de Grayson Allen, de Brandon Clark, de tout un tas de role-players comme ça qui ont vraiment amené des trucs cool, quoi. Même le rookie Desmond Bane. Alors Desmond Bane, on peut en parler évidemment en intégration dans la rotation de Taylor Jenkins. Desmond Bane, parfait en sortie de banc, notamment avec aussi Xavier Tillman qui a rendu bien des services, on s'en souvient dans le play-in tournament en termes de rookie expérimenté. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, et ceux qui suivent évidemment nos vidéos depuis quelques mois ont probablement pu l'entendre, la punchline management de Memphis avait été d'actualité pendant des années et des années. Ça fait littéralement 2 ans et demi, 3 ans qu'on voit ce qui se passe à Memphis et c'est carré. Il y a eu des recrutements qui se sont avérés très précieux. Intégration de Kyle Anderson dans le 5 majeur, parfait. Enfin, je veux dire, Kyle Anderson réalise une super saison dans le 5 majeur. Super. Poste 3, poste 4, en fonction des besoins. Il s'est beaucoup appliqué en défense et il a été primordial dans beaucoup de séquences défensives des Grizzlies. Ouais, et puis avec Ja Morant qui est que le seul ball handler, quand t'as un Kyle Anderson qui peut créer un peu, c'est pas mal. Exactement, il apporte depuis les ailes, un peu de ball handling, un peu de vision, un peu de QI, fonce pas dans le tas et tout, alors que c'est pas non plus un vieux joueur, hein, Kyle Anderson. Alors, il se déplace pas vite, mais son surnom c'est Slow-Mo, hein. Mais c'est plutôt un jeune. Non, c'est vraiment très intéressant ce qu'il a apporté Kyle Anderson. D'ailleurs, je pense que côté Grizzlies, ils seront unanimes. Je veux dire, Kyle Anderson, c'est super, c'est un joueur cool, c'est un joueur que t'es content. Lui et Dylan Brooks, au-delà de Ja Morant, tu vois, qui est la star de cette équipe. Ouais. Au-delà de la frustration de Jaren Jackson, de la blessure de Jaren Jackson Jr., parce que tu vois, genre, il avait quand même montré. Ils auraient bien aimé que l'occasion de reparler de lui. Bien sûr. Exactement. T'as vraiment 2 joueurs, à mon sens, genre, dans des profils de role player plus, quoi. Non, bien sûr. Qui sont Dylan Brooks et Kyle Anderson, qui ont vraiment amené un truc. Enfin, genre, t'es fan de Memphis, c'est ce maillot-là que t'as envie de te payer, quoi. Bah, c'est vrai que les deux. Un truc. Ouais, les deux dans le 5 majeur ont vraiment bien contribué, ça c'est clair. Et comme tu le disais, l'aspect de groupe et de jeunes fait que dès qu'il y a eu évidemment beaucoup d'aléas, et Dieu sait si Memphis, c'est impossible de faire le coup d'œil en rétro sans parler de Covid, parce que dans les équipes qui ont été les plus tabassées sur le début de saison, on disait le calendrier de Memphis sur la deuxième partie de saison, moi je me souviens, j'étais complètement dingue parce que les Spurs et les Grizzlies se tapaient un nombre de matchs à devoir rattraper qui allait devoir être très fatigant, et donc on doit compter sur D'Anthony Melton, il revient, énorme apport d'énergie en sortie de banc, on doit pouvoir compter sur Tyus Jones, on doit pouvoir compter sur Xavier Tillman, il y a le côté next man up. Il y a peu d'équipes qui m'ont autant fait kiffer sur le Next Man Up que les Grizzlies. Il faut saluer le boulot de Taylor Jenkins aussi là-dessus. Il sait mettre les mecs en condition, ça réfléchit bien tactiquement. Non, il a extrêmement bien manié son équipe de jeunes. Après, comme on l'a dit en préambule, bon, voilà, ça s'est arrêté au premier tour de playoff face à un Jazz qui était supérieur, quoi. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'était supérieur dans quasiment tous les compartiments du jeu. Oui, plus d'expérience. Il y a le côté Mike Conley en plus qui revient, donc il y a eu un côté un peu revanche aussi pour Mike quand il était de passage à Memphis. Et puis le Jazz, c'est vraiment pas un bon adversaire pour Memphis. Memphis joue collectif et costaud sur ses bases. Pardon, le Jazz. Non, tu vois, c'est une tout. Ils ont regardé, ils leur ont fait, en fait, cool. Bah, ouais, tout à fait. C'est mal ce que vous faites, les gars. Franchement, bien sûr, mais il y avait, tout à fait, il y avait les petits frères un peu, quoi. Bien sûr, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y avait un côté un peu genre, ok, ce qu'on fait. Bah c'est marrant, ça fait un peu miroir, on dirait nous il y a 3-4 ans, avec vraiment le côté de Donovan Mitchell qui essaie d'exploser sur la scène, des intérieurs aussi, donc c'est clair que parmi les grands moments de Memphis, tu as quand même le fait qu'ils vont en play-off. Il y a le match contre les Warriors en play-in, ça c'est un grand moment de la saison de Memphis. Et tout à fait, j'allais y venir, et c'est même, j'ai envie de dire, 2 matchs face aux Warriors, parce que dans la chronologie, une semaine avant le play-in, ou peut-être 4-5 jours avant le play-in, ils prennent la sauce de Stephen Curry, et le pauvre Ja Morant se prend une foudre totale, et par nous, et par beaucoup d'observateurs, parce que les Warriors décident de littéralement lui laisser 3 à 4 mètres ouverts à 3 points, où on dit Ja Morant doit bosser là-dessus, #Rajon Rondo, enfin il y a eu beaucoup de tabassage médiatique. Lui en plus avait dit qu'il était top 5 meilleur de la ligue, donc ça avait beaucoup animé les débats NBA. 4 jours plus tard, il sort peut-être le match le plus complet de sa carrière, où il affronte Curry à Golden State pour essayer d'aller en playoff. 35 points, je crois, il met en étant clutch et en rentrant justement ses shoots à 3 points. Je crois qu'il a 5 sur 10. Enfin, c'était vraiment un moment important. Qui fait du taf aussi sur Curry et tout. Enfin, très grand match des Tillman et trucs qui étaient complètement ouf. Des Grizzlies pour aller en playoff. Non, c'est honnêtement, c'était une belle saison des Grizzlies. C'était une saison en tout cas qu'ils ont réussi avec un nombre d'aléas qui était vraiment compliqué. Ouais. Non, mais tu arrives à la fin de la saison, tu peux dire ok. Bon, il y a des frustrations, il y a des choses sur lesquelles il va falloir bosser, mais par contre, on vient de cocher des cases. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs, on vient de les cocher, quoi. Ouais, je pense que si on s'était complètement, je pense que s'il s'était ramené là dans les previews
et qu'on avait dit ah tiens encore une saison de Memphis où ils sont dans le ventre mou et ils se font taper par des plus grosses cylindrées à l'entrée des playoffs, ça aurait été vraiment dur. Il y avait quelque chose de très très important avec le fait de battre et les Spurs et les Warriors, ça vraiment clairement. Et du coup c'est vrai que tu peux te permettre d'aborder la saison suivante avec pas mal d'optimisme. Ouais, puis je trouve ça cool parce que c'est quelque chose qui... Genre, on a régulièrement dans des apéros, quand on a eu l'occasion de parler des Grizzlies, on a vanté le travail du front office depuis 2 saisons, là. Bien sûr. 2 saisons et demie. Ouais, c'est ça. Et ben là, il y a eu un petit côté genre tampon sur leur... Enfin, non pas, genre, c'est bon, ils sont pas allés en finale de conf ou quoi, mais il y a un petit côté genre, c'est quoi, on est allé en playoff, on a passé les Warriors à l'extérieur, en fait, nos joueurs... Complètement. Les joueurs qu'on a choisis, ouais, il y a un projet, on a choisi les joueurs et tout. Donc on peut arriver sur l'été... Et donc, se dire, ok, maintenant on peut aborder le marché de l'été sereinement. Parce que mine de rien, ils n'ont pas chômé pendant l'été. C'est ça. Nos amis du Tennessee. Les amis de Memphis. Elle est belle la transition et donc on va regarder ça tout de suite, maintenant, dans le marché de l'été. Le tableau. Le big tableau. Oh, Alex, je dois commencer tout de suite avec le départ de Jonas Valanciunas. Alors celle-là... On n'a pas forcément vu venir. Ouais, ça a fait mal à beaucoup de fans de Memphis. Il y a eu un transfert, ça a récupéré pendant un instant Eric Bledsoe et Steven Adams. Steven Adams, il reste. Trop instant. Tout à fait. Je ne l'ai pas mis dans le tableau, Eric Bledsoe. D'ailleurs, sur le tableau, j'ai mis aussi du Chris Dunn. Faudra voir s'il se fait couper pendant le camp d'entraînement. Il y a des garçons qui sont là pendant le camp d'entraînement. On ne sait pas s'ils vont être conservés, mais le transfert de Valanciunas, c'était difficile à prévoir. C'est un vrai pari pris par les Grizzlies, parce que l'apport et l'impact de Valanciunas était quand même assez important. Ouais. J'avoue que c'est peut-être leur move de l'été que j'ai le moins compris réellement. Bah, il y avait des ramifications financières aussi. Bien sûr, bah ça je les ai comprises, les ramifications financières, mais d'un point de vue sportif, j'étais là genre ok, ouais, Valanciunas il match bien. Il récupère Steven Adams qui a un plus gros salaire que Valanciunas. Bref, mais il y a eu tout un petit bricolage. On verra pour comment on utilise Steven Adams dans la façon de jouer de Memphis. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que Valanciunas collait très très bien. Donc ça, on va avoir l'occasion d'en parler là quand on va venir dans le côté tactico-technique, mais oui, la séparation de Valanciunas, oui, c'était quand même un vrai truc, quoi. Ouais, ils ont en tout cas montré sur le sportif, on aura l'occasion d'en reparler dans une grosse question et dans les autres sections, qu'ils voulaient donner encore plus de responsabilités à des jeunes. C'est vraiment open season pour ceux qui ont envie de se développer, donc on aura l'occasion de reparler d'un 3J, comme on l'appelle dans le jargon, sur les postes intérieurs, parce qu'il va avoir encore plus de minutes. Valanciunas, quand même, il générait beaucoup de possessions, en tout cas de shoot, parce que même si c'est pas un très très grand joueur offensif, c'est un mec qui avait besoin un peu du cuir au poste. C'est un bon joueur offensif. Tout à fait, mais je veux dire par là, c'était pas juste un éboueur, c'est un gars qui avait aussi besoin du ballon. C'est dommage de pas le donner, je suis d'accord. Complètement. Donc du coup, il y a quand même eu ce mouvement qui est important. Steven Adams va fitter parfaitement avec l'étiquette Grizzlies parce que juste une gueule qui va tellement avec les Grizzlies. Le mec, c'est littéralement les cheveux longs, la barbe, tatouage, je vous tabasse, je pose des écrans de salaud. Il rentre parfaitement. Je pense que quand tu vois Zach Randolph et Tony Allen qui les voient, ils disent Steven Adams, il est de Memphis. Respect. Ouais. Respect. C'est bon. Putain, franchement, je viens de lui coller 3 claques, le mec a pas bougé. Enfin, respect, quoi. Je me suis fait mal à la main. Ouais, c'est ça. Après, tu parlais vite fait de Bledsoe. Donc, Bledsoe qui n'a fait que passer pour refiler aux Clippers. Les Clippers qui ont envoyé Beverley. Beverley qui n'a fait que passer lui aussi. Tout à fait. Qui a permis de faire venir depuis Minnesota, dont on a fait la preview, les Wolves. Ouais, elle est avant celle des Grizzlies. Voilà, elle était avant. En échange, donc tu as du Juancho Hernan Gomez et du Jared Culver, si je dis pas de bêtises, dans ce trade, qui sont arrivés de Minnesota pour aller à Memphis. C'est ça, sachant que Juancho après a... Oui, mais c'était ça le tout trade. Tout à fait, c'est surtout Culver. C'est ça. Culver est vraiment l'addition avec un côté, comme on a parlé dans la preview des Wolves, où tu te dis, il y a encore un bout de potentiel à développer, ça manque un peu de playmaking parfois à Memphis, un garçon comme ça, dans le système de développement de Tyler Jenkins. Ça peut coller avec l'identité, je suis d'accord, voilà. Et puis après, il y a eu du jeune, de la draft. Bien sûr. Notamment le pick 10, je crois, Ziaire Williams, je crois que c'est le 10. Ouais, ils sont montés à la draft, les Grizzlies. Ils étaient pas censés, puis ils ont fait du petit trade pour monter jusqu'à Ziaire Williams, qui était un très très gros coup de cœur pour eux. Un arrière ailier, athlétique, jeune, à développer, qui lui aussi peut tout à fait bien coller à ce qui se passe déjà dans le groupe de Taylor Jenkins. Ils vont le kiffer. Moi, c'était un de mes chouchous de la draft en termes de profil, parce que ça va être déjà de base un 3&D, mais alors il a un potentiel à développer qui est assez énorme, donc à voir Stanford, je crois, il a fait. Il y a des choses à développer dans un cadre où en plus ils ont montré que développer les jeunes, ils étaient forts à ça. Ouais,
exactement. Et donc je trouve que c'est une bonne destination pour un jeune que d'arriver aujourd'hui à Memphis dans un projet ambitieux et tout, avec déjà d'autres jeunes autour et tout, c'est intéressant quoi. Non, clairement. Ensuite, il y a eu quelques petits ajouts. On est obligé de faire la case Cocorico puisque nous avons, si je dis pas bêtises, Monsieur R. Ponce. Exactement, Yves Ponce qui va être là en contrat two-way pour essayer de faire ses preuves dans le secteur intérieur des Grizzlies. Beaucoup de G-League normalement à prévoir, mais aussi quelques jours et quelques matchs à potentiellement jouer avec l'équipe A, comme on dit. Et Kylian Tilly, qui lui est prolongé. Il avait fait un bout de saison avec les Grizzlies. Donc on a 2 Français dans le roster des Grizzlies. C'est beau. En plus, c'est comme on vient de le dire, pour des jeunes comme ça, il va falloir se battre pour avoir des minutes, mais bien sûr. Et c'est pas non plus infaisable. Je suis bien d'accord. Tennessee, de formation Yves Ponce, donc il connaît le bled. Il change de chambre. Il connaît le bled. C'est ça. Donc on est bien content d'avoir la French Connection un peu dans le coin. En plus, les gars ont déjà pu un peu jouer, si je dis pas de bêtises, ils se sont croisés sur la Summer League de cet été à Utah, je crois, ils avaient joué notamment les Grizzlies. Sinon, Ils s'en vont, on avait parlé de Grayson Allen. Le projet de Justice Winslow ne s'est jamais vraiment transformé. Le projet, franchement, il est resté dans l'œuf, comme on dit. Il n'est jamais vraiment démarré, trop de blessures, pas le bon timing. Enfin, ils n'ont jamais vraiment pu développer, donc voilà, il est reparti. Lui aussi, dans une preview qu'on va faire par la suite. Qu'on va faire par la suite, tout à fait. Clippers. Je dis pas de bêtises. Donc voilà, à peu près, pour le marché de l'été. C'est quand même intéressant de voir ce management des Grizzlies, comme je le disais là en intro de cette section, donc ce management des Grizzlies, qui quand même depuis plusieurs années fait du bon boulot. Tout à fait. Qui là ne s'arrête pas, il se contente pas. Après, on faudrait pouvoir en discuter vraiment avec les gens là-bas, savoir quelle est l'ambition exacte et tout, mais qui continue à construire, qui fait des choix assez forts sur les joueurs qu'ils ont. Il n'y a pas de prolongation notable cet été à Memphis, sauf erreur de ma part. Non, parce qu'ils ont tous... Il y en aura peut-être une à venir, mais pour l'instant, elle n'est pas encore là. Tout à fait. C'est ce young group, donc ils vont... Au moment où on parle, il n'y a rien. Le plus gros dossier, c'est le dossier de Jaren Jackson Jr. Parce qu'il fait partie de cette draft où Luka, Trae Young, Michael Porter Jr. Pareil pour Shai Gilgeous-Alexander. Il y a plusieurs garçons. On va attendre du côté d'Alex voir ce que ça donne avec Mikal Bridges et DeAndre Ayton. Mais Jaren Jackson Jr., c'est un pick 4 de la draft 2018. Énorme QV 2018. Normalement, il devrait être prolongé. Pas étonné si, c'est fait juste au buzzer ou... C'est un véritable test, ça a été mentionné cette saison, pour voir si c'est un max player. Parce que le talent, il est indéniable avec Jaren Jackson Jr. Mais si ça suffisait pour être un joueur max, ça se saurait, ça. Tout à fait. Le problème, c'est que tout à fait, il faut tenir sur 2 jambes. Et pour le moment, Jaren Jackson Jr. a eu quelques petits soucis de santé qui font que tu ne peux pas encore savoir si tu vas faire des saisons à 80 matchs avec lui. Non, tu sais pas. Par contre, sur les prolongations, t'as raison. Ce que tu sais, c'est que Taylor Jenkins, il a de la cam. Et qu'il a du choix. Et que d'année en année, on lui travaille, non seulement on travaille sur les mêmes jeunes, mais en plus on lui travaille la qualité de la profondeur de son roster. Et ça, c'est vraiment toute l'intelligence du management qui donne à son coach, qui lui fait confiance et qui lui donne, là je trouve que... la continuité. Qu'il y a une vraie continuité sur laquelle Taylor Jenkins va pouvoir s'appuyer pour construire ses rotations, quoi. Genre un 5 majeur ? Par exemple, exactement. Et voilà, ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Vous pouvez bien évidemment commenter les transitions d'Alex qui sont smooth as a motherfucker. Ça, en même temps, quand t'es fan des Suns, forcément les transitions c'est ton domaine. Quoique maintenant... Maintenant, non. Les transitions, c'est beaucoup moins ça, tout à fait. Alors que la pace des Grizzlies, bonjour, ils étaient top 10 je crois l'année dernière, ça a bien galopé. 8ème pace, là, j'ai sur mon petit carnet là. C'est ça. Et donc, on va peut-être continuer à courir. Comme d'habitude dans cette section, vous savez ce qu'on doit faire, c'est poser tout de suite la question, dans le 5 majeur des Grizzlies, y a-t-il des verrous? Si oui, combien? Bon, moi j'en ai 5. Moi j'en ai 4. Okay. Et je suis bien content que tu en aies eu 5 parce qu'on va pouvoir débattre. Ouais, j'ai l'impression, mais après, il y a des options, mais oui, il y a Ja Morant en 1. Je crois que là... À la main, Ja Morant. Brooks, Dillon à côté. Dillon Brooks est titulaire sûr et certain. Ouais. Moi je mets Kyle Anderson. Kyle Anderson a l'air d'être un titulaire en 3, quoi, voilà. J'ai Jaren Jackson Jr. Tout à fait. En ailier fort. C'est ça. Moi j'ai Steven Adams à côté, en pivot. Ouais. Après, je veux bien écouter d'autres options, mais je veux bien que tu me dises les auxquelles tu penses. Si tu mets pas Steven Adams titulaire, comment tu construis ton front de courte? Eh bien, c'est pour ça que je disais qu'il y avait 4 verrous, c'est qu'au moment, en tout cas, où je parle, en m'étant notamment renseigné sur les premières rumeurs qui sortent du camp d'entraînement des Grizzlies, c'est que il y a 3 types de line-up qui pourraient être mis en place, et on ne sait pas encore si
le fait d'avoir notamment transféré Jonas Valanciunas, c'était pour essayer de décaler à certains moments Jaren Jackson Jr. en 5, pour être notamment un 5, parce qu'il a un vrai profil capable de 5. Il a notamment parlé beaucoup du fait de jouer contre Rudy Gobert et Derek Favors en playoff et que ça lui avait appris certaines expériences au poste de pivot. Si lui, il est intégré au poste de pivot, tu peux avoir Kyle Anderson en 4, parce que c'est un joueur qui est capable de jouer 4, ils l'ont mentionné, et tu as soit l'intégration d'un Desmond Bane dans le 5 majeur, ce qui fait que tu auras littéralement Ja Morant, Dillon Brooks, Desmond Bane, Kyle Anderson, Jaren Jackson Jr. pour des lignes de pénétration pour Ja Morant qui sont fatales, parce que du coup tu as 4 mecs qui savent tirer autour. Des mecs qui savent tirer, Ou alors c'est littéralement du Steven Adams qui peut être intégré, et à ce moment-là il y a juste une décision à prendre sur soit Kyle Anderson, mais tu peux vite te retrouver un peu bouché en termes de ligne de pénétration, et à ce moment-là Desmond Bane fait partie des garçons qui pourraient être titulaires. D'accord. Donc il y a 4 pour moi sûrs et certains titulaires. En fait, j'ai l'impression, Alex, que c'est plus en fonction des match-ups que tu vas avoir. Quand tu rencontres, je sais pas, quand tu rencontres peut-être Philly, et que t'as pas envie forcément que Jaren Jackson Jr. prenne 2 fautes dans le premier quart-temps, tu as envie qu'il y ait un banger comme Steve Adams qui soit là. Bien sûr. Non, mais ça s'entend. Tu peux aussi avoir un Brandon Clark qui peut rentrer en 4 à côté de Jaren Jackson. Je sais pas si c'est la raquette que tu as vraiment envie d'avoir, mais ça s'envisage. Faudra voir l'utilisation de Steven Adams. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Faudra voir l'utilisation de Steven Adams. Ce qui est intéressant, c'est que tu as du D'Anthony Melton ou du Tyus Jones sur ton banc. Tout à fait. Tu as ou Desmond Bane ou d'autres gars comme Culver ou comme Ziaire Williams le rookie ou comme Conchar. Il a joué un peu l'année dernière, il a proposé des choses pas inintéressantes. Pourquoi pas du Air Ponce aussi en 3-4 là, tu vois. Il va être bien 4, je pense. C'est un forward. Ouais, je pense que c'est jamais un 3 Yvan NBA. Ouais, non, je pense que c'est plus un 4 aussi. Mais t'es vraiment sur les forwards, quoi, je veux dire. C'est ça. Voilà, donc là, il est en bataille parce que finalement, si tu démarres avec Kyle Anderson, Jaren Jackson Jr. et Steven Adams, j'arrive bien à visualiser la rotation backcourt derrière Ja Morant et Dillon Brooks, avec Melton, Tyus Jones, Desmond Bane éventuellement, que je mets quand même vraiment plus en 2, que j'ai du mal à les voir en 3 ces gars-là. Après, la rotation concrète fond de courte, du Culver ou Ziaire Williams qui viennent en 3, tu peux décaler Kyle Anderson en 4. T'as Brandon Clark, mais après, c'est Tillman. C'est Tillman. Moi, j'aime assez bien le banc. J'aime assez bien le banc de Memphis parce qu'en fait, littéralement, tu sais que poste pour poste, tu peux avoir Steven Adams derrière Xavier Tillman, qui a montré vraiment en rookie que c'était un rookie Jackson, vraiment. Brandon Clark. Jaren Jackson, Brandon Clark, ou alors littéralement Jaren Jackson Jr. et ou du Steven Adams ou du Xavier Tillman. Ils verront en fonction de la match-up qu'ils auront, quoi, en fonction du banger que tu as envie d'avoir. Comme tu l'as dit, derrière du Kyle Anderson, s'il est utilisé en 3, tu peux avoir derrière un mec à développer comme Ziaire Williams ou Culver qui va être capable parce que c'est un big guard qui est capable d'aider. Culver, moi tu vois, je le vois plus en 3 que Bane. Il est tout à fait capable. Ouais, bien sûr. Non mais j'entends totalement. Bane, il est stock, mais il est pas très long. Non, bien sûr, il est pas extrêmement grand. Donc du coup, tu peux l'avoir, il est même plus petit en soi, mais ça se joue à quelques centimètres que Dillon Brooks. Non, que Dillon Brooks, mais que surtout que de Jared Culver, pardon. Il est un tout petit peu plus petit que Jared Culver. Moins long. Et donc sur le back court, on est faire le même poids. Non, tout à fait. Mais après, sur le back court, tu as en effet cette espèce d'assurance qui n'est pas superstar entre Melton et Tyus Jones. Je crois qu'au moment où on parle, j'ai pas vu, mais je crois qu'il y a encore Chris Dunn qui est encore dans l'effectif, mais il faut voir s'il n'est pas cuté du camp d'entraînement, parce qu'ils sont bien avec ce roster-là, et que c'est pas comme s'ils avaient un besoin défensif énorme, vu qu'ils sont déjà très très bons ensemble. C'est ça, parce qu'en plus, exactement, ils se connaissent déjà. Pourquoi intégrer un nouveau gars à ce truc? Je sais pas sûr. Mais donc en soi, tu as des options. On avait dit que plus on arrivait haut dans les previews, et donc on débarquait sur le mois d'octobre, plus tu avais envie d'être sur ces équipes où, en cas de blessure ou d'aléa, tu as des options. Il y a des joueurs. Il y a à manger chez Tyler Jenkins, il y a des garçons qui peuvent littéralement reprendre la philosophie de l'année dernière, next man up. Si tu as un souci de santé avec Jaren Jackson Jr., tu pourras faire du Steven Adams avec du Kyle Anderson, tu pourras avoir des garçons qui vont être intégrés, Brandon Clark qui pourra apprendre du punch offensif. Et puis tu as cette sensation dans cet effectif de Memphis que genre Taylor Jenkins quand il se tourne vers son banc, quel que soit le joueur qu'il choisit pour faire rentrer, plug and play, et le joueur va se défoncer. Ah, bien sûr. Le joueur est motivé. Et ça, pour des jeunes comme Ziaire Williams ou Jared Culver qui vient de débarquer, c'est super parce que c'est une bonne mentalité, quoi. C'est-à-dire que tu as ta chance réellement. C'est-à-dire que genre Culver il sort du banc,
vas-y, Ja Morant ou Dillon Brooks, ils vont lui filer des ballons. C'est ça. Tu vois, ils vont jouer avec lui. Et ils vont. Enfin, il y a une vraie belle mentalité qui se dégage de cet effectif de Memphis qui fait plaisir à voir. Tout à fait. La grande question, je pense, c'est quand on parlait en intro de cette histoire de 5 majeurs, c'est de voir quelle va être la philosophie de Tyler Jenkins, dans le sens où la pace était déjà très très bonne. Donc ils étaient bien contents justement d'avoir des jeunes qui galopent, parce qu'il n'y a rien de pire. Comment t'améliores ton rendement offensif, quoi, surtout. C'est comment t'améliores tout à fait sur le rendement offensif. Il y a vraiment, comme je te le disais là, cette tendance qui commence un peu à prendre, mais je pense que ça va pas être le cas à l'opening night, qui est d'avoir encore plus de spacing, parce que le véritable crime, si t'as un joueur comme Ja Morant, c'est de lui mettre des intérieurs qui n'espacent pas. Parce qu'il faut que t'aies des lignes de pénétration énormes pour lui, parce que du coup il fait la différence. Et vous pouvez demander aux Warriors ce qui s'est passé dans le Money Time pour aller justement en playoff. Ja Morant avec des snipers dans les corners, c'est horrible. C'est soit il y a faute, soit il y a N1, soit il y a 2 points. Et donc du coup, faudra voir justement comment est-ce que certains vont être utilisés. Est-ce qu'en effet, certains soirs, ça sera Steven Adams ou Jaren Jackson Jr. et qui va rester en forme, parce que pour le coup, c'est vraiment un effectif qui reste encore quand même très... il y a de la blessure. Dépendant, tout à fait. Et très dépendant d'un duo de potentiels stars. Ouais, tout à fait. Non, puis plus Steven Adams, il s'est fait quelques blessures. Jaren Jackson, il revient d'un truc de... Enfin, non, c'est sûr que ça peut être un critère pour eux. Et c'est bien dans ce sens-là qu'ils aient de la profondeur. Ouais. Parce que l'idée, c'est de progresser. L'idée, c'est d'aller de l'avant. C'est de passer éventuellement des nouveaux caps. Bien sûr. Et du coup, toute la réflexion, elle est là, quoi. Bien sûr. Si je fais le compte, Alex, on va le faire à la main. Si je ne dis pas de bêtises, on parlait de continuité. Là, on parlait dans le 5 majeur d'une petite modification à avoir à la place de Valanciunas. Mais Ja Morant, Desmond Bane, John Concar, Melton, Tyus Jones, Kyle Anderson, Dillon Brooks, Kian Tilly, Jaren Jackson Jr., Brandon Clark, Xavier Tillman, il y a 11 joueurs qui reviennent de la saison dernière. Ouais. C'est énorme. Avec un grand C. C'est énorme. Je sais pas combien de franchises peuvent vraiment dire ça, quoi. Bon, très peu. Pas beaucoup. Ouais. Les Bucks, peut-être. Toi et moi. Hein, les Suns. Suns et Hawks aussi. Suns, on verra, on fera les comptes, mais les Suns, il y a pas grand monde de nouveau. Moi, je crois à Atlanta, il n'y a personne quasi. Enfin, Delon Wright. Mais c'est rare. Quand t'es dans le haut de tableau, c'est bien d'avoir cette continuité. Spoiler, quand on va faire la preview des Lakers, ça va être un peu un autre mood, quoi. Le tableau des arrivées, ça va être un autre délire. Mais en tout cas, hyper intrigué par ce que Tyler Jenkins a nous proposé. Pour le moment, sur ses débuts, c'est vraiment une réussite. Après, faut peut-être essayer de pas juste avoir l'étiquette de gentille petite équipe collective avec des jeunes, quoi. Peut-être que ça, d'ailleurs, ça va nous amener vers une grosse pregunta, du coup. Ou comment c'est ? Je te l'ai mise je t'ai fait une bowling pass. Une muy grande pregunta. Tout à fait. On va regarder ça. Allez, on y va. Tout de suite dans la question de la mort. La question. The question of the muerte. Quelle est-elle ? Qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Vous le savez, dans cette section, on se pose une grosse question de la mort pour chaque franchise. Et à Memphis, pas de blague. On a vu ce qui s'est passé les saisons dernières. On essaye de pousser, allez, on a une petite darling, c'est sympa et tout. Mais comment passer le next step à Memphis ? Et comment péter un plafond qui pourrait vite arriver ? Faisons l'état des lieux. Les Grizzlies, équipe fort sympathique, magnifique il y a 2 ans, arrivée de Ja Morant. Regardez le développement de Jaren Jackson Jr., Dillon Brooks, formidable. Un nouveau coach, un nouveau management, super. Maintenant, on le sait, la NBA c'est aussi beaucoup drivé par des stars. Pour les petits marchés, c'est un peu plus compliqué parfois de faire vraiment ce cap-là. On parlait tout à l'heure de Utah qui a réussi à faire un peu son développement au fur et à mesure. Comment faire en sorte que Memphis ne rentre pas dans un des cycles qui est les plus difficiles ? Et ça a été super de voir votre développement. Vous avez jamais fait mieux qu'un premier tour de playoff. C'est ça. Il y a ça. Ça, c'est le constat de où ils en sont. Et après, il y a la question qui circule tout le temps, à mon avis, chez tous les fronts de courte des équipes NBA. Hein, c'est, ok, comment on s'y prend pour faire péter le plafond qui est en train de se dessiner au-dessus de Memphis. Est-ce que Memphis c'est une équipe cool, sympa, jeune, qui progresse, mais qui ramène des jeunes et les développe bien et tout, sans réellement pour des raisons ou de blessures, ou de circonstances, ou contractuelles, après il peut y avoir plein de raisons, mais qui, pour toutes ces raisons, fait que, bah oui, on est là, et on se reparle dans 9 mois, et on fait, bah ouais, ils ont fait une belle saison, franchement c'était cool, les Grizzlies, regardez et tout, c'est vrai qu'au premier tour contre les Clippers, ils n'ont rien pu faire, voilà. Merci. Ah merde, ils jouent contre Dallas au play-in. Tu vois ? Bah, on va piquer les mains. Ça, c'est typiquement le genre de choses que le front office des Grizzlies n'a pas envie de voir. Sauf que la question, c'est comment tu fais ? C'est quoi les prochaines étapes ? Comment tu fais pour... déjà, la question de la deuxième star, réellement,
à côté de Ja Morant, ils vont en avoir besoin. On sait que les équipes vont cibler de plus en plus Ja Morant. Tu l'as parlé des Warriors, bon après il a su très bien répondre, mais ça va lui arriver d'autres fois. Quand tu regardes l'effectif qu'on vient de passer en revue là dans la section précédente, potentiellement, la deuxième star, est-ce que tu penses qu'elle est là déjà? Est-ce que par exemple Jaren Jackson Jr. peut petit à petit, à terme, prendre ce rôle et être vraiment genre bah ouais, ils ont bien muselé Ja Morant, c'est con parce que du coup Jaren Jackson Jr. il leur a mis 33 points dans la bouche. C'est ça. Tu vois? Genre voilà, et en plus il a muselé Jason Tatum, enfin j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, mais voilà quoi. Ce genre de performance là, ou est-ce que va falloir travailler le recrutement? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se jouer sur la Free Agency 2022? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est un autre mec qu'on n'a pas vu venir? Est-ce que Ziaire Williams, tu vois, en fait dans 3 ans on est là genre ok d'accord. C'est un malade mental, non tout à fait. Il y a plein de, ouais, c'est ça. Il y a plein de portes d'entrée possibles pour les Grizzlies. Ce qui est chouette à voir, comme on le disait dans la section précédente, c'est qu'ils sont dans un aspect de continuité. Donc déjà, de mettre des vétérans et de la continuité, c'est 2 excellents ingrédients pour que des jeunes puissent bien se développer. Ouais, parce donc que ça, en plus contractuellement. Bah, c'est sa deuxième saison là, c'est comme Zion, donc c'est la saison prochaine qui pourrait être comme Zion Williamson avec la fameuse 210 millions sur 5 ans. Il peut aller taper l'extension. Ouais. Oui, et Memphis lui mettra, il prendra. Ah ça. Je pense. Ça, Memphis va lui mettre. Voilà. Est-ce qu'il va les prendre, a priori? Oui. Là, aujourd'hui, t'as envie de dire oui. Je pense que Après, il peut se passer beaucoup de choses en un an. Tout à fait. J'ai l'impression qu'en tout cas, il pourrait, je ne le souhaite pas, Ja Morant pourrait se blesser demain matin et ne pas jouer de la saison. Memphis lui mettrait un gros contrat pour le maintenir. Oui. J'ai pas l'impression, et je pense que ça va être le cas avec Jaren Jackson Jr., où ils vont dire ok, très bien, mais comment est-ce qu'on peut avoir un joueur avec un aussi gros potentiel autrement qu'à la draft? Memphis n'est pas une grosse destination de free agency. Non. Donc déjà, c'est marrant quand tu posais la question sur Jaren Jackson Jr. Je voulais même dézoomer un peu. On a dit qu'il y avait Ja Morant et Jaren Jackson Jr. en 2 potentiels stars. Est-ce qu'on sait déjà si Ja Morant, au-delà de son style de jeu, peut être un des meilleurs meneurs de la NBA? C'est-à-dire, lorsque lui s'autoproclame top 5 de la NBA, moi j'adore en termes de confiance ce que ça veut dire, mais il va falloir jouer comme. Oui. Moi je pense qu'il peut. Moi je pense qu'il peut aussi. Ouais. Mais il va falloir. Ah bah oui. Parce que là, il y a des bases qui sont très très bonnes, mais on sait que pour être un des 5 meilleurs meneurs de la NBA, pour aller chatouiller Damian, Steph, et tous les autres garçons dont on n'a pas parlé, Chris et compagnie. Les nouveaux. Très... Genre, je suis sûr que Kevin Porter Jr., il pense qu'il est meilleur que Ja Morant. Tout à fait. Et tu vois, bien sûr. Et qu'avec les punchlines qu'on a eu sur Trae Young, aujourd'hui, tu vas être là, genre, bah, ce garçon a par exemple fait péter un plafond. Chris Paul a fait péter aussi un plafond, mais sous une autre manière à Phoenix. Est-ce que Ja Morant est ce type de meneur-là? Peut-être. Moi, je pense que oui. Moi aussi. Maintenant, je pense qu'il faut non seulement qu'il regarde les mecs qui sont déjà en place, il faut qu'il prenne conscience, et il en est, à mon avis, vu le bosseur que ça a l'air d'être, il faut qu'il continue à progresser parce que ça pousse derrière aussi. C'est la NBA en permanence. C'est normal. Tu vois, ça se trouve, je sais pas, on a fait la preview des Pistons, ça se trouve, ça va être une telle dinguerie. Kate Cunningham, ou je sais pas, où il y a Darius Garland qui regarde ses previews et fait, les gars, en fait, moi, je fais des stats équivalentes à Ja Morant. Et nous, on était dans le play-in, nous aussi. Genre, ouais, bien sûr, tu vois, genre, et du coup, effectivement, ou je sais pas, De'Aaron Fox. Oui, voilà. Pardon. Exactement. Tu vois, Ben Simmons et compagnie, en fait, il y a des types qui sont là et qui disent comment ça, Ja Morant, il est top 5, mais c'est un taré, il est même pas top 15. Regarde, moi je suis devant lui déjà, et machin est devant lui, machin est devant lui. Donc, à lui c'est quoi Ja Morant aujourd'hui? C'est 19 points. 19 points et 7 passes. 7 passes. C'est ça. Des pourcentages à 3 points. À travailler. Voilà. Une qualité athlétique, une vitesse, une capacité à faire des différences et à très bien les utiliser derrière qui est vraiment excellente. Bien sûr. Un gros mental. Ok. Donc, il a des zones sur lesquelles il peut progresser. Le shoot, notamment. Peut-être aussi. En gros, la question c'est est-ce que Ja Morant, c'est le franchise player de Grizzlies qui sont genre ah ouais, les Grizzlies sont en demi de conf, bah ouais, logique, franchement, t'as vu comment il est énorme, Ja Morant? C'est ça, c'est exactement. C'est-à-dire que littéralement, on a eu des garçons face auxquels on s'est retrouvés, on a voulu passer des caps et on a dit tiens, que va donner l'année 3 de Jamal Murray ou l'année 4 de Jamal Murray? On a pris des meneurs comme ça, on a dit s'il faut qu'il passe un cap, type Denver, on a vu qu'il y avait une amélioration qui se passait, il y avait de la continuité aussi, et où ils se sont dit bon bah déjà, on sait qu'on peut avoir un joueur type All-Star. Il a peut-être pas l'étoile et l'étiquette parce que c'est un tel bordel dans les backcourts de sélection All-Star que c'est difficile pour tout le monde d'avoir une étoile. Mais rien que déjà aujourd'hui, tu vois, c'est marrant, avant même Jaren Jackson Jr., moi j'ai envie de dire comme toi, Ja Morant a le potentiel, mais là il va devoir faire une saison où en fait, moi ça m'a fait kiffer de voir le match à Golden State parce que ça avait un énorme bandeau qui était je suis une superstar. Oui.
Et tu sens qu'il est capable de faire ça. Mais c'est pas qu'il soit capable, c'est qu'il va devoir le faire. Et le répéter. Et le répéter. Et c'est le plus dur à ce poste avec la concurrence, parce que littéralement, s'il lui met cette base-là, ben après, les autres garçons peuvent se développer dans leur sens, quoi. Et en play-off, quand les mecs commencent à s'occuper de lui sur des terrains plus resserrés, où il a un peu moins d'espace et tout, être capable aussi de montrer, genre, bah ouais, moi aussi, comme Trae Young, je peux envoyer des dingueries. J'ai contribué d'une autre manière. Genre, exactement. Ou tu vois, genre, on a parlé là dans une preview récente des premiers playoffs de Trae Young, on était là, genre, what the fuck, les premiers playoffs. Ja Morant a déjà fait ses premiers playoffs, là, évidemment, hein, en 2021. Ils ont perdu au premier tour contre le Jazz, mais après, ils sont arrivés 8e. Ils ont joué une équipe en place de ouf, avec vraiment des joueurs pour le faire chier. Mike Conley, Donovan Mitchell, ou des gars comme ça, c'est vraiment pas cool pour. La défense collective du Jazz, plus les premiers remparts qu'ils ont sur le backcourt, franchement, pour Ja Morant, c'est limite la match-up la pire, quoi. Bien tu sûr. vois. Donc, ça, voilà. Mais l'idée, c'est justement, c'est qu'ils ramènent les Grizzlies dans ce genre de truc, de compétition. Et que, en gros, sur cette scène que sont les playoffs, qui en gros, il emmène et qu'on se dise, ok, ouais, Ja Morant, c'est déjà une dinguerie. Et c'est justement sur cet aspect de duo que moi, avant même le reste, j'aimerais mettre le focus sur cette question, parce que tu as un groupe avec un bon coach peut bien se développer, mais souvent on les regarde et on dit merci pour cette saison régulière, au revoir. Tu es à l'ouest. Si on parle de pur duo, et je veux bien les gens qui nous écoutent, qui font la vaisselle ou du sport ou quoi que ce soit, vous me dites si vous les mettez au-dessus ou en dessous. Je te les pose. Que qui ? Tu as Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Ok. Et je te propose des duos et tu me dis ce que ça donne. LeBron et AD. Pardon, bah quand même. Ok. Enfin, tu vois, genre faut pas exagérer. Lorsqu'il est en forme, Jokic et Murray. C'est au-dessus. Doncic et Porzingis. C'est au-dessus. Parce qu'en fait, Doncic tout seul, c'est au-dessus presque. On est d'accord. Franchement. Lorsqu'ils sont en forme, Kawhi et Paul George. Oui, bah oui. Chris Paul et Booker. Bah, ils ont prouvé. Lillard et McCollum. Ils ont prouvé, c'est au-dessus. Mais Lillard et McCollum, faut qu'ils se méfient. Mais bien sûr que c'est au-dessus. Je veux dire, Lillard et je veux dire, Ja Morant n'est pas encore. Enfin, je veux dire, Lillard, quoi. Oh. Steph et Draymond. Ah bah, c'est au-dessus, de ouf. Mitchell et Gobert. Mitchell et Gobert, c'est au-dessus aussi. Et en fait, je pourrais continuer. Littéralement, là, j'ai fait les 3/4 de la conférence Ouest. Et en fait, de base. D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns, j'allais venir. Et en fait, littéralement, on peut continuer comme ça à l'Ouest. Il y a des équipes où rien que déjà de base, ils ont un meilleur duo, et si eux, le reste du nucléus, fait un meilleur taf, bah tu mets Memphis dans le rétro en fait. Et c'est là que ça peut devenir un problème, c'est si la paire Jaren Jackson Jr. Ja Morant ne passe pas un cap, et j'ai l'impression que le choix qui a été fait par le management, c'est de dire merci Jonas, mais là on a besoin de voir si Jaren Jackson Jr. il peut faire 75 matchs à 34 minutes par match, sans prendre 6 fautes, avec toujours des bêtes de pourcentage à 3 points, et que ce soit la licorne dont on a besoin en fait. Oui. Ce serait le premier axe. Ce serait le premier axe. Après, comme tu l'as dit, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. J'ai même pas dit Zion et Ingram. Oui, non, mais de toute façon, tu peux faire tous les duos quasiment de l'Ouest. Hein. Franchement, il y en a partout. Hein. Et c'est chaud. C'est ça le problème aussi de la NBA. Enfin, le problème, la qualité aussi de la NBA aujourd'hui, c'est que c'est très, 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 très riche en joueurs de très haut niveau. Non, effectivement. Après, t'as des jeunes qui sont de la même génération qu'eux et qui ont déjà plus d'expérience, c'est-à-dire genre Trae Young et John Collins. Pardon, mais bien sûr, tu vois. Genre en fait, grosso modo, c'est la même génération. Enfin, tu vois, genre c'est des joueurs, c'est des drafts à 1 ou 2 ans d'écart. C'est pareil en fait. Non, bien sûr. Genre Trae Young et Ja Morant doivent avoir le même âge en fait. Est-ce qu'on peut prendre les modèles plus petits marchés type Denver et Utah, ce qu'ils ont réussi à faire? Denver, finaliste de conférence, Utah, c'est numéro 1 un bon modèle à l'Ouest. pour s'inspirer pour Memphis. Et est-ce qu'ils peuvent se dire quel chemin on doit suivre pour avoir cette réussite-là? Parce que, bon, Jokic, les mecs, ils ont eu du nez et un MVP. Enfin, je veux dire, c'est un strike. C'est un strike de ouf. C'est un strike de malade. Utah, Donovan il y a des Mitchell, ils ont été bons quand même sur Donovan Mitchell. Tout à fait. Et en développement de Gobert et en F1. Mais quand ils ont dû prendre des risques, j'ai l'impression que Utah les a pris un peu plus, mais parce qu'il y a peut-être aussi un peu plus de pression. Memphis a l'impression qu'ils sont pas non plus dans le rush. Lorsqu'il a été question de tenter certains gars, c'est-à-dire de tenter un Bogdanovic, Bojan, où ils ont vraiment mis, c'était leur première grosse acquisition de free agency depuis longtemps, d'aller récupérer un Clarkson, etc. Ils ont fait des choix que peut-être Memphis va devoir prendre. Ouais. Est-ce que c'est trop tôt cette saison ou est-ce qu'il faut là dès maintenant le faire? Non, moi je pense que c'est pas trop tôt. Je pense qu'il est jamais trop tôt. Je pense que le plus vite tu peux agir. Ja Morant va progresser.
on va avoir l'occasion de reparler de Jaren Jackson Jr. Dylan Brooks a genre 25 ans, Kyle Anderson est dans ces eaux-là aussi d'âge. T'as quelques jeunes comme Bain, Zaire Williams ou Culver là, qui viennent d'arriver et tout. Si ça se trouve, t'as un peu de chance, et là-dedans, t'en as un qui se développe en une vraie belle troisième option d'équipe qui déchire, mais t'as toujours pas ta deuxième option, en tout cas pour l'instant. Donc si t'as l'occasion déjà de nourrir en vétéran de qualité dans des rôles précis, tu vois, par exemple, Memphis défend bien. Ils sont capables, ils défendent bien, ils sont motivés, ils sont jeunes, ils ont pas peur, il y a des mecs athlétiques, il y a des mecs un peu bons en défense dans pas mal de zones du roster. Ça, c'est super. Ils attaquent plutôt bien de manière average, mais ils ont des bons shooters. Mais par exemple, ils pourraient essayer de faire rentrer du spécialiste. Par exemple, tu as parlé de Bojan Bogdanovic, tu vois, par exemple, ça pourrait être un truc assez intéressant. C'est-à-dire que j'aime bien les potentiels de Zaire Williams, de Jared Culver ou de Desmond Bain, j'aime beaucoup. C'est des joueurs intéressants et tout. Mais en fait, si ces mecs-là pouvaient se développer dans un truc bien précis qui serve à fond le collectif, c'est aussi très intéressant pour eux. Parce qu'en fait c'est aussi de ça dont ils vont avoir besoin pour avoir des identités un peu plus claires, une identité de jeu un peu plus claire en attaque. C'est ce qui fait que l'attaque aujourd'hui c'est écartez-vous, vas-y déjà. Bien sûr. Et il y a du jeu collectif, le ballon il circule, ils n'hésitent pas à se le filer et tout. Ok, mais concrètement quand ils sont dans la merde, voilà. C'est ce qui fait que tu as pris notamment, toi de ton côté, à Phoenix, qu'il y a eu notamment la doublette en l'espace d'un an de tenter Dario Saric et évidemment Chris Paul. Qu'on a regardé à Atlanta ce que c'était de récupérer Danilo Gallinari, dont tu as souvent parlé en mode en fait, qui ça aide. Oui. C'est peut-être ce genre de profil qu'il faudrait pour essayer de faire passer des caps dans des moments où ils sont encore un peu verts. Oui, voilà. Parce que c'est pas Steven Adams qui va te faire sortir du play-in. Tout le problème, c'est que c'est un développement qui nécessite du temps. Et on sait très bien qu'en NBA, les caps, faut les passer quand ils sont là. Yep. Et que si t'attends trop, en fait, tu te fais dépasser, en fait. Donc là, voilà. Le next step, c'est continuer dans les choix tranchés et espérer que ce soit les bons. C'est ça. Dites-nous ce que vous pensez dans tous les cas de cette question de la mort spéciale Grizzlies entre développement en interne et vétérans à devoir récupérer pour encadrer tout ça. Nous, on va devoir enchaîner. Allez, The Gerrard, c'est parti. C'est l'heure du Gerrard d'or. Le Gerrard d'or. Le Gerrard d'or. Alex. Hop. Oh, putain de merde. Aïe 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 aïe. Non. Aïe 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 aïe. Putain, c'est moche ça. En plus mes potos des Grizzlies, bon, désolé. J'espère que ça va pas être trop mauvais augure pour la saison. Aïe 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 aïe. Ça n'empêche que nous sommes à Memphis dans le FedEx. Attention, sortez vos mouchoirs cette saison, il y aura du maillot retiré dans le Grit and Grind. On en reparlera. Du beau maillot en plus. Tout à fait, du très beau maillot collector. Mais on va devoir cliquer sur la Grizzlies. Le Gerrard d'or, c'est la section dans laquelle il y a un joueur qui nous fait cliquer plus que d'autres. Alex, qui est ton Gerrard cette saison? Jaren Jackson Jr. 11 matchs, là tu l'as dit tout à l'heure quand on faisait le coup d'œil dans le rétro. 11 matchs seulement la saison dernière, problème de genou. Il est jeune, il a tout ce qu'il faut athlétiquement et techniquement pour devenir une dinguerie sur les postes 4-5. Il a la taille, la longueur, la mobilité, le shoot à 3 points. Est-ce que Jaren Jackson Jr. déjà peut, sans trembler, redevenir ce qu'il était lors de la saison 2019-2020, c'est-à-dire un intérieur, contreur, polyvalent, mobile, oui ok, qui fait un peu trop de fautes, mais à plus de 17 points par match avec 39% derrière l'arc. Déjà pour commencer. Et donc de la défense, même si je le répète, au niveau défensif, les qualités sont incroyables, il y a des phases de jeu lunaires, où l'autre il passe du meneur au poste 4, au machin, il switch tout, il en a rien à battre, après il récupère la balle, il peut la monter, enfin, genre, ouais, c'est lunaire. Et il y a aussi des trucs où genre t'es là, tu fais, vas-y, c'est bon. Où là, il vient de prendre 2 fautes de suite sur Hassan Whiteside. Lève juste les bras. Ouais, genre voilà, c'est ça énerve. Bon, donc, mentalement, est-ce que déjà il aura bien digéré sa blessure? Je parle bien mentalement. Physiquement, je pense qu'il est bien soigné. C'est un jeune joueur. J'espère pour lui qu'il n'est pas trop injury prone, mais je suis assez confiant là-dessus. Mentalement, est-ce qu'il est capable de bien revenir? Ensuite, mentalement toujours, est-ce qu'il est capable de passer un cap en mode genre, ouais, je suis un joueur fort en fait. Et ouais, en fait, la raquette, je vais m'occuper de tenir la raquette. Tu parlais de le faire jouer un peu plus poste 5 pour le responsabiliser différemment, avoir un jeu un peu plus moderne avec un stretch 5 plutôt que de l'avoir en 4 avec Steven Adams qui a des qualités certaines mais c'est pas un stretch 5. Et puis défensivement il m'a jamais fait rêver non plus, Steven Adams, voilà.
Surtout que dans un an, il est restricted free agent, notre ami Jaren Jackson Jr. Aujourd'hui, si par exemple Memphis là venait à d'ici les quelques semaines encore qu'il leur reste pour faire signer une prolongation à un joueur, 10 jours, un truc comme ça, quelle est sa valeur aujourd'hui là s'il devait les signer maintenant? C'est pas un joueur max aujourd'hui, Jaren Jackson Jr. Je suis désolé. Non. Bah prépare-toi. Là tout de suite maintenant. Moi je dis c'est pas un joueur max. Moi je dis c'est un joueur comme John Collins. C'est déjà très bon contrat. C'est déjà un très très beau contrat. Bah, il faut qu'il fasse là. Bah, je souhaite à Memphis qu'il y ait cette courbe-là, quoi. Qu'il fasse une saison prove it et que derrière tu signes. Voilà. Mais peut-être qu'ils n'ont pas la main. Mais là, aujourd'hui, t'es d'accord? Moi, si Memphis lui met le max aujourd'hui, je dirais ok, voilà, il le kiffe, il mise sur lui et tout. Mais au fond de moi, je pourrais pas m'empêcher de penser genre sacré risque, mais à voir. Ouais. S'il nous fait une saison de bâtard, là. Et que au mois de juin-juillet, Memphis met la quicheta et tout, je dirais ouais, ok, très bien, c'est peut-être un peu cher, mais c'est pas grave, tu vois, on y va, quoi. Donc du coup, la question, est-ce que Jaren Jackson Jr. est prêt à nous prouver que ce qu'on a vu lors de ces 2 premières saisons était vraiment genre, c'est bien ça. C'est bien ce joyau-là qu'il faut polir, mais qui peut devenir une sorte de mix entre Giannis et Anthony Davis, j'ai même pas peur des mots, tu sais. Guy-Anthony Davis. Guy-Anthony Davis Kumpo. C'est ça. Mais vous voyez, cette espèce de freak incroyable qui peut devenir du coup genre le partenaire de Ja Morant, et là en fait en attaque et en défense t'as une espèce de duo où tu dis ah putain merde on joue les Grizzlies, ils sont là tous les deux, ouais, ok les gars, bon on va essayer d'en prendre moins de 120 puis on va essayer d'en mettre 92, tu vois genre non mais donc vraiment pour moi en fait je l'ai pris en Gérard Dor déjà parce que je l'aime beaucoup, puis il a un profil vraiment incroyable qui donne envie de cliquer parce qu'il est très spectaculaire dans son jeu, mais en plus je pense que beaucoup de choses passe par sa réussite individuelle. La franchise est en apnée sur Jaren Jackson Jr., je suis bien d'accord. Voilà. Notamment chez ceux qui aiment bien pronostiquer, je sais que t'aimes pas trop cette section-là, mais en tout cas dans les premières discussions de on est des GM, on a envie de voir qui va être le most improved player, on avait parlé de Darius Garland, Jaren Jackson Jr. est dans le trio des plus attendus. Par les observateurs. Mais si c'est par rapport à la saison dernière, ouais, mais après par rapport à il y a 2 ans, je sais pas, faut voir. Ok. En tout cas, c'est ce qui est attendu, c'est qu'il fasse une saison de MIP. Qui reviennent déjà au niveau statistique d'il y a 1 an et demi, avec de la vraie défense intelligente. Tu sais déjà, Memphis, ça va pas être pareil. Je crois qu'ils avaient parlé de... ils avaient parlé de contrat à la Jaylen Brown, dans les dernières rumeurs. Donc pas max, mais pas loin. Ah, c'est ça. 110 sur 4, comme ça. À surveiller, JJJ. Et toi, t'as quoi? Monsieur Dion Brooks, qui est le Girard officiel des Grizzlies. Alors là, extraordinaire. Je ne sais même pas par où commencer. Peut-être qu'en le regardant, j'ai l'impression que ça sent le cendrier froid et le bar PMU. Quel bon défenseur. Mais alors, défenseur suprême, j'aimerais parfois cliquer sur les Grizzlies juste pour regarder Dion Brooks défendre. Il a fait des dingueries monumentales défensivement. Mentalement, c'est parfait. Il est le digne héritier du grit and grind et de l'identité Grizzlies, c'est-à-dire je vais te faire chier, je vais te faire chier et je vais te faire chier. Parfois, ça se retourne contre lui. Exemple, je vais faire chier LeBron et en fait, après, on se prend un 18-0. Oui, attention. C'est comme ça. Mais alors surtout, qui aurait pu prévoir que le mec serait à 17 points de moyenne la saison dernière, qui aurait pu prévoir, et certains l'ont peut-être oublié, qui nous a fait un tour de playoff contre Utah à 26 points de moyenne. Il a fait des preuves. En 50, 40, 90 quasiment de pourcentage de risque tir. Bon. C'est-à-dire, ok, on disait, putain, on sait pas dans quelle case le mettre, parce qu'on l'avait vu dans la bulle, et on avait pas mal discuté et rigolé avec les fans de Memphis français. C'est dans sa tête, c'est vraiment un mélange entre Kobe et Jordan, c'est ça, ça. Donc il y a des matchs où tu fais damn, mais ils ont récupéré qui Memphis? C'est Paul George, c'est un truc de ouf et tout, il défend trop bien, il a pris des shoots, il a mis 36 points, c'était une dinguerie. Et en fait, on est dans le money time, et Denzel Valentine, il prend un shoot à 10 mètres. Alors, il y a des matchs entiers où il fait chier avec Dion Waiters. Fait chier, exactement. Et donc, fait chier Dion Brooks. Il est trop important dans l'identité de Memphis. On l'a adoré depuis tout ce qui s'est passé avec l'affaire André Iguodala. Donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Il y a très très peu de joueurs qui sont autant liés à leur franchise. Dion Brooks, c'est Memphis. Memphis, c'est Dion Brooks. Tu as besoin. Moi, j'ai fait Jaren Jackson Jr., tu fais Dion Brooks. Ja Morant a besoin des deux. Ah, complètement. Parce qu'il y en a un, genre.
il y a le côté genre c'est le cœur, c'est les poumons du truc quoi. Enfin, c'est ça. C'est lui quoi, tu vois genre. Et donc en fait, ce que je ne sais pas, c'est que au niveau du handle, t'as l'impression qu'il y a un espèce de plafond qui peut être atteint par Dillon Brooks. Mais s'il y a bien, je te confirme. Tout à fait. Mais s'il y a bien des joueurs qui nous ont montré qu'en fait leur plafond offensif pouvait être complètement explosé, allez demander à Milwaukee qui était Chris Middleton il y a 3-4 ans, on n'était pas du tout là. Je leur souhaite ça. Je ne pense pas que ça ira là. Mais je veux juste voir si le niveau de progression de Dillon Brooks il continue. Le mec, il est littéralement passé de 7 à 16 à 17 points avec un tour de playoff à 25. C'est quoi la saison prochaine de Dillon Brooks en fait? C'est ça, puis moi j'aime bien ce genre de gars, genre c'est le gars qui dit bon, faut que je donne un rein pour qu'on gagne le match. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc, je vais forcément cliquer quand il y a KD qui est en ville, LeBron qui est en ville, Bradley Beal qui est en ville, parce que lui, il l'entoure, il est dans son camping-car là, à la sortie du stade, il est là en train de s'enquiller des Old Milwaukee, là, des grosses bières locales, et là genre, ok, bon, il y a un gros adversaire en déplacement, c'est mon Gérard des Grizzlies, c'est vraiment un joueur que j'ai appris à apprécier avec le temps. Jaren Jackson Jr. pour Alex, Dillon Brooks pour Bibi, dites-nous qui est votre Gérard, on va devoir terminer avec une grosse section. Allez, le pronostico, c'est parti. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico, c'est parti, on y voit. Exactement. On va tout à fait faire ça. On va vous raconter l'avenir avec 24 secondes pour Alex et 24 secondes pour Bibi. Avant ça, une petite cote. Une belle petite cote qui s'affiche là en bas de votre écran grâce à la prod de notre ami Léonce et à nos partenaires de Paris en Sport qui vous proposent aujourd'hui. Ouais. Memphis sera qualifié en play-off. Combien ? La cote est à 2,40 et elle est boostée là à 2,90. Qualifié en play-off. Donc qualifié en play-off, on rappelle ce que ça veut dire. C'est soit top 6. Ah, top 6 hein. Soit top 10 et tu... Soit 7, 8, 9, 10 et tu passes via le play-in. Et au bout du compte, tu vas jouer les play-offs. On a le sentiment quand même que Memphis va viser les play-offs et qu'il pourrait se retrouver dans le top 6. Mais sinon, ils vont peut-être se battre au play-in et à ce moment-là... Okay. Peut-être pour certains. Hein. Pourquoi pas. Mais que sinon, s'ils se retrouvent au play-in tournament, on l'a vu, ça se joue en 48 heures. Ouais. Ils ont des joueurs... Demain, t'arrives au play-in tournament, tu dois jouer Memphis, tu fais sur un match. Ok, faut être concentré, tu vois, parce que eux, ils vont être concentrés. Eux, ils vont te rentrer dedans. Golden State, tout à fait. Ouais. Ça montre en tout cas, Alex, que la cote, elle est pas à 7, elle est pas à 12. Les gens s'attendent à ce que Memphis soit en play-off. Memphis, candidat au play-off, quoi. Ah, bien sûr. Bien sûr. C'est boosté 24 heures, donc vous pouvez octobre, candidat au play-off. Exactement. C'est boosté pendant 24 heures, donc vous pouvez y aller. Disclaimer, on évite de jouer les sommes qu'on ne peut pas se permettre de perdre. C'est important. C'est important pour que ça reste un peu fun de parier. Tout à fait. Jeu responsable, hashtag faites pas les bolos. J'ai un over-under, il est à 39,5. Alors écoute, franchement, il est ciselé quoi. Oh, et les fans de Memphis en PLS. Aïe. Ça va, l'over-under de Memphis, excusez-moi, mais il allait pas être à 52 quoi, tu vois. God damn. Est-ce que tu es prêt, Alex ? Ouais, je suis prêt. Je fais un peu mon pronostic. Vas-y. Eh bien, si tu es prêt et que les gens sont prêts, attention, il y aura 24 secondes pour Alex et 24 secondes pour Bibi. Oh là là, 3, 2, 1, Stromae Swift. 40 victoires pour les Grizzlies cette saison. Ça me les met, je crois, 9e dans mon gros tableau à l'ouest. Équipe équilibrée, il y a du talent, il y a de la jeunesse, mais qui doit encore se développer. Il y a beaucoup d'envie et une bonne défense. Offensivement, j'ai l'impression que cette saison encore, le plafond sera un peu trop bas, entre guillemets, pour vraiment espérer plus dans cet ouest. Qui on va le faire là dans les prochaines previews et tout, genre c'est quand même un délire hein. Donc voilà, 9e, ça va au play-in et attention à ceux qui devront se les fader au play-in. Magnifique, j'aime beaucoup. Si j'aimais aussi bien, je ferais quasiment pareil. T'es prêt ? Vas-y. 3, 2, 1, top. 42 victoires, 9e place. Pour les Grizzlies dans la conférence Ouest, ils étaient à 38 victoires et 34 défaites, donc 60% de victoires. Je leur donne quasiment 60%, même un peu moins de 60% de victoires cette saison. Je crois au développement de Ja Morant, au développement de Jaren Jackson Jr. Enfin une saison de E2 complète, sans arrêt, sans pangolin, sans quoi que ce soit. Il y a des jeunes à devoir développer. Memphis va pouvoir profiter de son public. C'est une équipe qui a besoin de son public. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de blessures. J'y crois, mais... J'y crois, comme l'a dit Alex, à l'ouest, donc développement déjà en interne, essayer de se fader le play-in tournament, et on reviendra la saison prochaine avec, je l'espère, un 4e ou 5e joueur qui se développe en interne. 53 secondes, c'est bien. Ouais, j'étais à 39. Ok, non, bien. Donc on a un diagnostic un peu similaire.
Et un pronostic, du coup, évidemment, un peu similaire aussi. C'est ça. Et donc on va devoir montrer le gros tableau. Allez, gros tableau, c'est parti. Le gros tableau est donc la 9ème place. Elle est bouclée, Alex. Ça se remplit. Tout à fait. On a une place de play-in qui est prise et elle est dans le Tennessee. Dans tous les cas, dites-nous vous ce que vous pensez de cette preview extraordinaire. On vous fait plein de bisous et le marathon continue. Donc on vous retrouve demain pour une nouvelle preview. Alex, l'indice c'est quoi? L'indice c'est Top Gun.